tous, bienvenue au espace online de Parentalité Continuum dans les journées organisées dans la Semaine mondiale pour l'accouchement respecté 2022. Je suis Mercedes Granda, je suis créatrice d'espaces de parole et de divulgation autour de la maternité. J'accompagne la parentalité avec la science, la raison et les cœurs. Bienvenue au premier jour cette année sur la thématique proposée par l'ENCA, Réseau européen des associations pour l'accouchement, et qui est des meilleures naissances pour un meilleur avenir. On va parler précisément des naissances, d'avenir, mais aussi de pourquoi il est nécessaire d'avoir une vision plus simple. Aujourd'hui, j'ai invité Nina Narre, documentariste, réalisatrice et directrice du documentaire Faut pas pousser. Oui, je sais, je bégaye un peu, je suis espagnole. 10% des naissances ont lieu prématurément. 20% des naissances sont instrumentées. 20% des naissances sont grevées d'une césarienne. 10% des naissances sont grevées d'une hémorragie de la délivrance. Depuis le début, ma grossesse se passe bien. Faut dire que rien n'est laissé au hasard. Au fil des mois, il y aura le dépistage de la toxoplasmose et du strepto-B, 3 échographies, la recherche d'un éventuel diabète gestationnel, chasse à l'anémie, et puis chaque mois ou presque, mesure utérine, toucher vaginale, analyse d'urine pour maman, examen cardiaque pour bébé. La probabilité d'accoucher cuit les petits oiseaux comme dans les rêves, elle est finalement assez faible. Donc tu t'imagines parfaitement donnant naissance toute seule. Bah oui, comme n'importe quelle souris ou dragon d'âme, quoi. Enfin... Est-ce qu'une femme sait accoucher ? Il n'y a pas d'instinct dans l'espèce humaine. Ça y est, moi des douleurs. À 13h, j'attends 2 déclenches encore qui viennent. Entre 13 et 14. Tout s'achète en fait. Donc il faudrait qu'elle aille accoucher. C'est ça. Mais elle va partir au bloc. Si on décide qu'on peut effectivement confier à une sage-femme 3 femmes en travail d'affilée, on n'a pas d'autre choix que d'imposer la péridurale, en clair, d'imposer les déclenchements parce qu'il faut cadencer les naissances. Ça reste de la prévention en fait, un déclenchement. C'est pas... La plupart des patientes n'ont pas besoin de nous pour accoucher. On a bien rediscuté et puis elle a finalement accepté la césarienne. Ouais. On nous laisse entendre que la femme a besoin du médecin pour accoucher, que la physiologie c'est comme la biodynamie, que les hormones n'ont qu'un rôle secondaire dans le film, que le diabète gestationnel est une erreur de conception du corps humain, que le déclenchement est un sacré progrès, que la position gynéco est parfaite pour accoucher, que bébé peut défier les lois de la pesanteur en descendant horizontalement, concept obstétrical révolutionnaire, et qu'avant la médicalisation systématique des accouchements, la majorité des femmes mouraient en couche dans d'atroces souffrances. J'entends tout ça et je me demande des fois si on ne pousserait pas un peu. Toutes les femmes ne mourraient pas en couche. Ça, c'est aussi quelque chose que je rabasse depuis plusieurs années, parce que ça m'énerve qu'on le brandisse sans arrêt aux jeunes femmes d'aujourd'hui. Il n'y a aucune raison pour qu'à l'accouchement, mon corps s'arrête de fonctionner. Pendant l'accouchement, il y a 2 acteurs obligatoires, la mère et le bébé. Ah, putain. C'est en 2010 que Nina Narre se centre dans son propre voyage émouvant et remouvant de l'enfantement et aussi dans celle de l'enfantement en France, car les tournages des Faut pas pousser s'étalent sur 10 ans et pendant lesquels aussi elle devient mère de 3 enfants et une société, parce qu'on est des femmes entrepreneurs et ça, il faut lutter dans la vie, malheureusement. Sylvia Moussol, connue sous les pseudos avance la trilogie thématique de la naissance, puisque c'est le premier, c'est le court-métrage Merci les pangolins, un documentaire que personnellement je vous invite parce que ça donne beaucoup d'espoir et duquel on a le temps, on va parler un peu plus tard, d'accord? Je vais vous la présenter, attendez un instant, je vais vous la mettre par là. Hola Nina. Salut Mercedes, merci beaucoup pour cette présentation au point. Si, bon, enfin, en fait, c'est vraiment passionnant parce que une fois que tu sors les courts-métrages, non, que c'est en 2020 que tu sors Merci les pangolins à cause du Covid,
À partir de là, tu consacres aussi, te consacres aussi à la réalisation de documentaires des Faut pas pousser, 2h35, qui s'appelle Faut pas pousser, sorti en octobre 2021, qui a été déjà acheté en plus de 27 pays dans le monde. C'est ce que j'ai entendu parler, mais probablement maintenant, ça soit plus, non? 66 maintenant, ouais. Ben, voilà. 66 pays. Et, il a été acheté 3500 fois, plus les projections en salle, dans 66 pays. Donc, je fais tout ce que je peux pour qu'il sorte de l'ombre. Est-ce que tu veux que je raconte un peu l'aventure, enfin, le lien entre Merci le pangolin et Faut pas pousser? Dis-moi. Bon, je vais te raconter les liens qui aussi nous tient ici parce qu'on fait partie d'un pourcentage de la population très, très petit. Et ici, on va l'exploser aujourd'hui. Tu as d'abord un accouchement à la maison, n'est-ce pas? Et c'est là que tu te demandes que si tu es une exception ou tu as juste de la chance. Et tu vas faire vraiment une analyse exceptionnelle parce que tu vas prendre tous les intervenants et comme les centres, la mère, parce que c'est toi qui vas les vivre aussi en première personne. Et si je ne me trompe pas, seulement 1-2% de la population française est née à la maison. Donc, ça fait environ 200 naissances par an. Et bon, déjà, ici, on va cumuler 5 naissances à la maison. Donc... Oui. Ah oui, à toutes les deux, ouais. Bah oui. J'avais pas mal de personnes dans mon entourage qui avaient fait ce choix. Mais avant d'être enceinte, je trouvais ça un peu bizarre. Et puis, une fois que j'ai été enceinte, ça m'a semblé évident, en fait, qu'on n'avait pas besoin de médicalisation, que ce n'était pas une pathologie et que dans 95% des cas, la grossesse et l'accouchement peuvent se passer très, très bien pour peu qu'on n'interfère pas. Donc, indépendamment de l'analyse médicale et de mon travail d'enquête, pendant cette première grossesse, j'étais un peu agacée, voire beaucoup agacée par la prise en charge médicale, l'infantilisation, cette espèce de suffisance des médecins de te laisser penser que tu n'es pas capable, que tu as besoin d'eux et que tu es juste une écervelée si tu as envie de faire sans eux. J'ai été écervelée jusqu'au bout et puis j'ai mis mon bébé au monde à la maison sans sage-femme parce que je n'en avais pas rencontré. Donc, j'ai démarré directement par ce qu'on appelle un nana, alors que je n'avais pas mis d'étiquette dessus à l'époque. Mais j'avais aussi des amis qui avaient fait ça, pas pour leur premier, mais parce que la sage-femme était en déplacement à ce moment-là, ou parce que c'est allé plus vite que prévu, ou parce qu'ils avaient juste envie d'être tranquilles. Et ben moi, c'est ce qui s'est passé. Même parce que c'est passé comme ça, non? Parce que la naissance, elle arrive, quoi qu'il arrive, la naissance, les bébés, ils ne restent pas dedans, entre autres, non? Oui, c'est ça, à un moment, ils sortent, normalement. En fait, quand j'ai parlé avec toi, vu que je suis espagnole, non? Ma première naissance, qu'aujourd'hui je profite, je vais partager mon récit de naissance sur mon blog. C'était ça ici, c'est aussi des partages et de commencer à parler et donner la parole à tout ce qui ça nous arrive pendant cette période-là, qui est si important. Et en fait, moi, personnellement, je n'ai pas choisi un accouchement. J'ai accouché ici en France, mon premier enfant. Et bon, je vous les raconte sur les blogs. Je n'avais pas les premiers abords naturels d'y aller chez moi, parce qu'en fait, en Espagne, ça n'existe pas, entre guillemets, cette option. Et ça, c'est une option qu'en France, c'est déjà quelque chose. Et en fait, l'effet déjà d'avoir entendu quelqu'un, ça fait quelque chose dans ta tête, non? Ça dit, mais pourquoi pas, en fait? Mais dans mon cas, en fait, c'était pas... Je ne me suis pas posé la question, en fait, que je pouvais le faire. Que ça pouvait arriver, parce que c'était normal, mais pas que je pouvais le faire dans l'extérieur, non? Et ça donnait des conséquences. Et en fait, bonne nouvelle aussi, c'est qu'après ces premiers confinements, que c'est pour ça qu'on parlera après de Merci les pangolins, juste après les premiers confinements aussi, non, pendant, ta sage-femme t'appelle pour te dire que les demandes d'accouchement à domicile ont doublé en France. Et c'est pour ça que tu réalises ces documentaires de 28 minutes. Et des centaines de Français ont fait monter les demandes d'accouchement à la maison. Et Nina Narre a documenté ça pour nous. Et c'est extraordinaire parce que ça fait vraiment une prise de parole des femmes, de raconter les désirs qu'on a actuels avec les connaissances actuelles qu'on a et ce qui nous manque d'avoir. Parce que c'est ça aussi, parce qu'il y en a plein de choses qu'on n'a pas forcément accès. Et c'est aussi le but de la semaine mondiale pour l'accouchement respecté. Non?
Effectivement, il y avait beaucoup plus de demandes que d'habitude, de couples qui n'avaient pas, envisagé ça initialement, hein, qui étaient suivis par Elena parce qu'elle fait du suivi global, enfin en tout cas du suivi de grossesse et puis de la rééducation, du suivi postnatal, etc. Donc, elle dit, pas toujours, enfin de plus en plus, mais c'est les mamans, les couples qu'elle accompagne savent qu'elle fait des accouchements à domicile, mais il y en a une partie pour qui c'était, enfin, en tout cas à cette époque-là, parce que maintenant elle en fait quand même beaucoup et donc elle délègue un peu les couples qui ne font pas ce choix-là. Mais, et donc, elle s'est retrouvée avec des couples qui n'avaient pas prévu ça, mais quand ils ont vu, quand ils ont entendu ce que l'on disait à la maternité, à savoir le papa ne sera peut-être pas autorisé en salle de naissance, ou il faudra qu'il parte 1 heure après la naissance, etc. Et là, il y a des mamans qui disaient, ce n'est pas possible, moi je ne veux pas être séparée de mon conjoint au moment de la naissance, c'est trop triste. Donc, si c'est ça la condition, bah, moi je reste chez moi, quoi. Et donc, elle en a. Donc, le Merci le pangolin. Enfin, j'ai décidé de faire Merci le pangolin parce que du coup, ça devenait un sujet d'actualité. Alors, ça faisait déjà 10 ans que je travaillais sur Faut pas pousser, hein, plus ou moins assidûment, mais j'avais déjà beaucoup de tournages de fait. Et donc là, j'ai dit, OK, on va essayer de faire un format de 26 minutes pour France 3, pour Envoyé spécial. Enfin, et donc, je l'ai produit de la même manière, c'est-à-dire avec mes petits sous et avec les aides gouvernementales dues à la crise. Voilà, Et donc, il fait 28 minutes. On va attendre un petit instant, d'accord, parce qu'on sait, je ne sais pas. D'accord. D'accord, on va continuer, d'accord, mais je ne sais pas, j'ai un petit message bizarre, mais on va continuer, d'accord. C'est effectivement à ce moment-là que tu décides finalement continuer ton fil, qui a un projet de 10 ans et qui t'a fait aussi à partir des crowdfunding. Oui, il y a eu. J'ai commencé là à faire des campagnes de crowdfunding. J'en avais fait une 2 ans ou 1 an avant. Mais à partir du moment où j'ai tourné pour Merci le pangolin, je me suis dit, je profite de mes immersions en maternité. Enfin, immersion, non, c'était des tournages d'une journée, mais à la maternité de Châteaubriand, à la clinique Bretéché à Nantes. Je me suis dit, je vais tourner chez eux pour raconter comment ça se passe pendant la crise sanitaire. Je les ai un peu bluffés en leur disant qu'il fallait expliquer aux parents que ce n'était pas raisonnable de décider d'un accouchement à domicile à la dernière minute, que tout était parfaitement bien clean dans les structures. Et je leur ai dit, je travaille aussi sur un documentaire un peu plus long. Je me permettrai peut-être, quand on aura fini les questions pour ce film sur le confinement, de vous poser quelques questions sur la prise en charge de la naissance plus globalement, sur la péridurale, sur les positions, etc. Mais je n'ai pas trop dévoilé mon jeu parce que… Et donc, une fois que j'étais sur place, j'ai posé des questions sur ce qu'ils appellent, eux, la physiologie, définition qui varie beaucoup d'une personne à l'autre. Il y a certains médecins pour qui, du moment que ça se termine pas en césarienne, c'est de la physio, quoi. Donc, c'est quand même… la définition de l'accouchement physiologique, c'est quand même intéressant. Donc, on a fait le montage de Merci le pangolin, qui est en ligne sur Vimeo. Et puis après, j'ai plus arrêté, quoi. Je me suis dit, maintenant, je ne peux pas me couper dans cet élan. Ça fait 10 ans que je porte ce film. Ça fait quelques années que je me demande si on va aller au bout. Et là, OK, c'est un signe du ciel, ce confinement et ce Merci le pangolin. Donc, j'ai plus lâché jusqu'à ce que je termine le tournage avec comme objectif d'avoir une approche historique pour démonter les mythes autour de la naissance. Les gens disent avant la médicalisation, une femme sur 2 mourait en couche. Espèce de légende populaire qui circule, qui est insupportable. Donc, je ne peux pas dire moi que ce n'est pas vrai parce qu'ils vont me dire celle-ci, elle est folle. Donc, je suis allée voir la personne la plus légitime pour parler de ça, à savoir Marie-France Morel, qui est la présidente de la Société d'histoire de la naissance, qui connaît plutôt pas mal son sujet et qui nous donne des chiffres sur cette mortalité maternelle, en précisant en plus qu'une bonne partie de la mort maternelle était due à, par exemple, d'un bassin rachitique qui était lié à une mauvaise alimentation dans l'enfance. Bon, il n'y a plus beaucoup de rachitisme en France et en Espagne, quand même. Et puis la fièvre puerpérale qui était directement le fruit de la médicalisation, puisque c'est quand les femmes sont allées… en fait, les femmes qui accouchaient en maternité avant les années 50 en France, donc depuis plusieurs siècles, c'était des femmes qui avaient des conditions de vie qui étaient vraiment trop misérables pour accoucher. Elles n'avaient soit pas de domicile, soit un domicile tout pourri, et donc elles allaient accoucher à l'hôpital, mais c'était, comme elle le dit, la mort dans l'âme parce que c'était vraiment misérable la prise en charge. Et donc les médecins n'avaient pas conscience de
n'avaient aucune notion d'asepsie et il n'y avait pas d'antibiotiques, etc. Et donc, ils n'avaient pas conscience du monde microbien et des bactéries. Donc, ils traitaient les cadavres. Je pense que l'invité qu'on a demain va te plaire et peut-être pourquoi une collaboration. Hein. Ouais. Demain, on a l'anthropologue et docteur anthropologie Eva Margarita Garcia qui va précisément nous parler de cette période, d'accord, parce que c'est la première thèse qui parle sur la violence obstétrique au niveau anthropologique. Et c'est intéressant ce qu'elle va nous raconter parce que bon, elle a écrit un livre. Hein, et demain, on va creuser un petit peu parce qu'il y en a, il y en a tellement que, que ça fait des frissons. Parce que nous, on est dans l'actualité et on porte des choses qui viennent de loin, de très, très loin. Et en fait, ça portait aussi des choses qui venaient de loin, que ça ne les appartenait pas. Donc, dévoiler tout ça, je pense que ça nous permet aussi de les faire différemment parce qu'il faut vraiment se poser la question, non, de la bonne naissance. Et ton documentaire, il est proposé en location, n'est-ce pas, à 15 € et en CD, 25 € si je ne me trompe pas, et aussi en 3 parties, parce qu'il est long, c'est 2 longs, mais franchement, il n'y a pas une minute à se perdre. Ça dépend de la thématique. Hein. Si vous savez des thématiques particulières, mais bon, pour ceux qui sont enceintes et qui sont là avec moi dans mon compte, je le conseille complet. D'accord. Mais surtout la première partie, c'est très éclairant. Et la dernière. Mais en 3 parties, d'accord. Divisé en 3 parties à 5 € en location si vous voulez juste voir une. Et ce qu'on va faire un petit peu, c'est précisément décortiquer un petit peu tout, si ça te dit, parce que moi, il y a des trucs qui, il faut que je sorte ça. Enfin, d'abord, tu es enceinte dans les documentaires de ton premier bébé, comme n'importe quelqu'un d'entre nous, et tu commences avec ton projet de naissance habituel. C'est là que tu commences à te faire des questions sur les preuves, tout ce qu'il faut faire, même les culottes. Et ce que j'adore, c'est que quand tu parles avec ta sage-femme, parce que ça te vient à l'esprit de parler à une sage-femme à domicile, et elle te dit tout de suite, c'est bien parce que tu t'imagines dans ton accouchement. Et ça, c'est quelque chose que souvent, on ne va pas oser, d'accord, de souhaiter un accouchement physiologique. Hein, ce n'est pas si compliqué que ça, on ne se voit pas. Non, il faut oser. Et tu nous parles aussi de la grossesse du bébé. Et comment s'analyser ces tests que l'on demande aux femmes enceintes de subir du poids, de l'estress du poids, des choses et il y a une chose qui ça m'a titillé parce que c'est un truc que je vois beaucoup en France, comme j'ai les différentes parties. En plus, je viens avec des sources de beaucoup de pays, parce qu'en plus, je suis géographe, mais je travaille aussi avec des autres pays latino-américains et à l'Espagne. Mais les 42 semaines de grossesse déjà, parce que les collèges nationaux des gynécologues français, en fait, dans son information de la page web, il dit 41. Et c'est marrant parce que dans les conversations, normalement, c'est difficile de sortir des 41. Et moi, ça m'a titillé parce que moi, personnellement, je suis 2 enfants de 42 semaines, de plus de 42 semaines. Et un qui a été déclenché précisément, hein, en plus c'était Noël. Et la deuxième, parce qu'en fait, c'était ce moment. Donc, du coup, j'avais des accouchements plus longs et ils avaient besoin de plus de temps. Donc, les 42 semaines, la OMS, elle parle aussi de 42 semaines, de déjà dévoiler ça. C'est un tout petit pas, mais c'est rien que le début, n'est-ce pas? Ben oui, alors bon, j'ai pas pu traiter de tout ce que je voulais, comme le film est déjà très long, mais donc sur mes comptes, sur mes réseaux, je partage d'autres sources, soit en parlant, là je suis en train d'écrire des articles pour éclairer sur ces questions-là. Parce que effectivement, en France, c'est 41, on estime que c'est 41 semaines, et il y a surtout un élément qui est déterminant, c'est la fameuse date probable d'accouchement, alors qu'apparemment on devait être initialement une période probable d'accouchement, mais maintenant c'est plus la PPA, c'est la DPA. Bon, j'ai vu passer ça, je n'ai pas vérifié. Hein. Mais donc là, c'est la DPA, date probable d'accouchement.
il faut que les mamans soient super attentives à ça, parce que quand on est en début de grossesse, dans l'euphorie, bon, la plupart du temps, hein, c'est pas pour tout le monde euphorique, mais enfin, on fait pas attention à cette histoire de date. Donc, le mec, il regarde avec ses mesures à l'écho, avec sa petite rondelle, avec la date des dernières règles, approximativement, il nous sort une date probable d'accouchement et on n'y est pas attentive. Sauf que quand on arrive pas loin de ces 41 semaines de grossesse et que ça fait déjà 15 jours qu'on nous tanne avec des suggestions un peu appuyées de déclenchement, on se rend compte, mais c'est trop tard, de l'importance de cette date probable d'accouchement. Donc, il ne faut pas lâcher le morceau en début de grossesse. Si on sait, nous, à quel moment cet enfant a été conçu et si la date qu'on nous indique est plus tôt que ce qu'on sait, nous, il ne faut déjà pas lâcher à ce moment-là. Ensuite, il faut quand même garder à l'esprit que la grossesse dure entre 37 et 42 semaines. Voilà. Il y a des femmes pour qui c'est 37, 30. Le bébé, il est mûr à 37. Hein, voilà. Et 42 semaines, j'en connais même qui ont dépassé 42 semaines. 42 plus 5, je crois, j'ai eu, tu vois, et toi aussi. Donc, et en France, non, c'est 41. Et il y a des pays où c'est 40 carrément. Donc, en fait, tout est fait pour industrialiser la naissance. Et ce n'est pas moi qui fabule. Hein. Dans le film, on est hyper carré là-dessus. C'est les médecins qui le disent eux-mêmes. Moi, j'ai des médecins qui soutiennent mon travail, qui se servent de mon film comme outil pédagogique pour faire bouger les lignes dans leur structure. Des sages-femmes qui veulent aussi diffuser le film parce qu'elles savent très bien ce qui se passe en maternité. Tout est fait en maternité pour 3 choses. Combler le manque de personnel, donc organiser le service, il n'y a pas assez de sages-femmes, donc le fait de cadencer les naissances, c'est pratique, le déclenchement sert à cadencer les naissances parce qu'on organise le planning en déclenchant les femmes quand ça nous arrange, donc en leur sortant des arguments un peu chelous de à 39 le bébé va mieux, les statistiques sont meilleures si on déclenche tout le monde à 39, aux États-Unis on en est là, et en France ils essaient de faire ça, donc organiser le service, garantir le risque médico-légal, donc ils font tout. Il y a l'obligation de moyens, donc tout est mis en œuvre. Le problème, c'est que dans la naissance, dès qu'on commence à mettre le doigt dedans, à faire quelque chose qui fera chic au tribunal pour dire on a tout essayé, ben on perturbe le processus de la physiologie. Parce que la femme a besoin d'être tranquille, dans l'obscurité, dans la chaleur, dans la confiance, de débrancher son néocortex, exactement comme pour jouir, pour laisser ce processus se mettre en place comme il faut. Et quand on interfère, on perturbe le travail des hormones. L'ocytocine se cache et l'adrénaline prend le relais. Les endorphines ne sont plus là non plus. Tout devient, voilà, je ne vais pas étaler tout le processus physiologique, mais on interfère là-dedans. Dans les documentaires, tu fais un parcours dans tous les services, tu vas visiter et tu vas interroger des femmes enceintes dans un environnement médicalisé d'abord, parce que c'est la première partie. Et tu fais aussi une analyse et statistique très bien, parce que c'est vraiment très bien expliqué, comme tu dis, très pédagogique, mais très, très clair, parce que tu vois les points, tu te situes dans ces points quand tu es là-dedans, non? Tu te vois aussi dans dire, mais bon, la plupart des temps, je suis une femme enceinte, je suis en bonne santé. Ce qu'on avait dit, non, qu'on va tomber aussi dans un circuit parce que c'est aussi la première fois qu'on va rentrer dans le système sanitaire. Donc, on va se plier parce qu'on pense que les médecins, ils vont faire tout pour notre santé. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est que dans la probabilité d'un probable risque, il y a une sage-femme qui le dit pendant, ils vont déclencher, c'est qu'elle va déclencher en même temps une cascade d'intervention, parce que c'est une cascade d'intervention, parce que c'est très, on dit comme ça, non? Et tu accompagnes entre autres une femme, quelques mères, d'accord, mais tu parles des mères qui ne veulent pas accoucher par péridurale, puisque la péridurale en France, elle est à 80%, mais qui a dû être déclenchée par syntocininone, et qui est un des protagonistes, qui est très touchant parce que cette mère n'est pas une mère primipare. Donc, elle a déjà eu un accouchement vaginal sans péridurale, donc elle a eu une super belle expérience, malgré ces 24 heures de dilatation. Ouais. Ah oui. Et par la position en siège, c'est percutant parce que il y a quelqu'un qui te commence à t'évoquer les Brésil et les Philippinas comme quoi que les anesthésistes, ils sont faits aussi, non? Qui avait 100% de césariennes, hein, parce que Brésil, il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, 95% de césariennes. Exactement. Mais aussi cet oubli de savoir-faire d'accoucher des bébés par siège. Parce que moi, je connais, ça fait très longtemps que je suis en France, j'ai beaucoup de contacts professionnels. J'ai un très bon pédiatre qui est déjà à la retraite et lui, il se moquait souvent parce qu'il disait, mais en fait,
J'ai accouché plein de bébés par siège. Jamais on a eu un souci, sauf qu'ils sont oubliés. Et ce n'est pas seulement qu'ils sont oubliés, et tu les touches particulièrement après aussi, sinon que même dans les études, c'est une manque, l'accouchement physiologique. On va mettre déjà dans un cadre à sage-femme, à la sage-femme femme, d'accord, parce que c'est la plupart de femmes, et ça a beaucoup à voir aussi avec les structures qu'on a actuellement dans ces structures de pouvoir, parce que c'est là où on va être situé, hein, et c'est là où on va toucher, parce que effectivement, comme tu dis, il y a des choses percutantes dans certains professionnels. Isaac Nissar, quand il dit qu'en fait, les comportements, si, pardon, hein, c'est mon espagnolitude. Oui, Israël Nizan, le président du Collège national des gynéco-obstétriques. Exactement, qui c'est très surprenant parce que d'un côté, tu les vois qu'ils parlent de naissance avec fierté et tout, et d'un autre côté, il méprise d'un côté les instincts biologiques. Attention, d'accord, parce que c'est pas les trucs ah oui, quand les bébés ils pleurent, tu dois... Non, non, c'est les instincts biologiques, les mécanismes que la biologie naturelle a mis déjà en place. Oui. Il y a tout ça, c'est perturbé. Ben oui, c'est ça, tout est perturbé. Alors, c'est toujours évidemment cette phrase d'Israël Nizan que j'ai gardée dans le teaser du film, parce que c'est quand même énorme, où il dit « il n'y a pas d'instinct dans l'espèce humaine » et il fait ça. Alors, ça fait énormément réagir les gens. Moi, je trouve, et derrière, il décortique en disant l'instinct, c'est un ensemble de processus complexes, un ensemble de comportements complexes engrammés génétiquement. Le moineau fait son nid de la même manière, pas chez nous. Donc, moi, j'aime bien venir là-dessus parce qu'il a raison. Si tu laisses un bébé esquimau tout seul sur la banquise, il ne va pas te construire un igloo tout de suite. Hein. Bien sûr, mais voilà. Parce qu'en fait, les bébés, il n'est pas capable de vivre tout seul. Voilà. Il a besoin de son ambiance. Il y a Niels Berman qui définit très, très bien les instants, d'accord? Il dit les instants, c'est pas ce qu'on y croit, les instants, c'est des comportements neuroendocriniens hautement conservés. Ça veut dire que les bébés, dans les corps de la mère, si on ne les perturbe pas, dans les premières 2 heures de la naissance, il est capable, parce qu'il vient avec les programmes, les instants de survie, de se nourrir et d'être protégé. Et ces instants, on ne peut pas les ignorer. On ne peut pas prendre les bébés. Et ça tu me parles des instants des mères, non? Et lui, il justifie, bon, est-ce que nous, on n'a jamais vu? Ben, non, ce n'est pas vrai parce que nous, pendant la grossesse, on va sentir aussi cette envie les syndromes du nid. D'accord? Ça n'arrive pas toujours, évidemment, mais tu as cette sensation comme que tu dois préparer tout. Voilà, ça existe. Et notre cerveau, il va changer aussi pendant la grossesse, n'est-ce pas? Et une autre chose qui me choque beaucoup, c'est mépriser l'oxytocine. Oui, oui, c'est ouf. J'aimerais bien le présenter Madame Oxytocine, parce qu'elle est incroyable. Hein, il faut connaître Madame Oxytocine. C'est Christine Ugnas, qui est une Suédoise, qui vraiment, elle est à fond avec l'oxytocine. Je croyais que tu parlais de Maria Libera, mais non, ça c'est le spectacle. Tu connais Maria Libera? Non. Non, d'accord. Non, c'est une Suédoise. Ah, bah tu m'en reparleras. Mais termine, mais je ne suis pas allée au bout de mon raisonnement. Donc, pardon. Non, parce que ce qui était important, ce n'était pas de dire qu'il n'y a pas d'instinct dans l'espèce humaine, mais ce que tu dis là est hyper important, c'est que le bébé, quand il vient au monde, il est dans les mêmes dispositions que dans les cavernes, il n'est pas abîmé par la culture, on n'a pas perturbé son mode de pensée, il n'a pas son néocortex qui vient tout saboter. Donc le bébé, lui, il a de l'instinct de grimper. Ça, Nizan, il le nie parfaitement. Je vais parler de l'instinct du bébé qui grimpe au sein pour aller téter, avec le fait qu'il voit surtout les contrastes, l'aréole, mais je parlerai de ça dans le prochain film, sur l'allaitement. J'ai très très envie de m'y mettre. J'aimerais tellement être en train de faire le prochain plutôt que de vendre celui-ci. Voilà, il faut que celui-ci fasse son chemin et que moi je me remette à faire mon travail parce que voilà, la communication, ça. Mais le tout est fait, le bébé il ne voit pas les couleurs mais il voit les contrastes et donc l'aréole sur les seins, il vise ça, c'est la cible et ça c'est vraiment instinctif, il va chercher ça. L'aréole a la même odeur que le liquide amniotique, donc il est guidé par l'odeur du sein de sa mère parce que ça sent le liquide amniotique et si on laisse le bébé faire,
en 2 heures, 95% des bébés, ils vont monter tout seuls au sein et se mettre à téter tout seuls. Mais on leur laisse jamais cette chance. Et je voulais aller au bout du raisonnement, c'est que concernant la mère, parce que le fond de la question pour Faut pas pousser, c'est que les femmes ne sont pas capables d'accoucher par elles-mêmes. Et lui, il vient justifier ça en disant qu'on est un peuple de culture. Mais la petite nuance, c'est que l'accouchement n'a rien d'instinctif, c'est quelque chose de réflexe, de la même manière que vomir, respirer, jouir ou faire caca. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de l'instinct. Je veux dire, personne n'a besoin qu'on lui enseigne comment vomir. Si on ne perturbe pas la femme, ça se fait tout seul. Les contractions, les gémissements, la position, tout ça n'a rien d'instinctif. C'est purement réflexe. C'est le corps qui fait son boulot. Donc, c'est no way, sa question d'instinct, pas d'instinct. Concernant la mère, on s'en fiche. Ça n'a rien à voir avec l'instinct. C'est juste réflexe. C'est tout ce qu'il y a de plus basique. Mais si on vient perturber le processus hormonal, tout comme on peut perturber le réflexe de vomir avec des médicaments, mais moi je pense que ce n'est pas bon du tout. Quand le corps doit faire quelque chose comme ça, il faut le laisser faire, quoi. Oui, en fait, personne ne vient te dire comment il faut te préparer pour y aller aux toilettes. Ben moi, voilà. C'est ce que j'aimais toujours. Hein. Je dis, mais en fait, si ton corps il est capable d'exprimer son estomac pour faire sortir un truc qui lui fait mal contre la gravité, oui, même en avant des morceaux, ouais. Enfin, les corps, il est fait pour. C'est pas qu'il invente. Enfin, il y a aussi cette chose qui a très bien fait ce système, hein, les systèmes patriarcaux, qui sait faire aux femmes douter de ses propres capacités. Parce qu'il y a aussi l'effet que nous, on va aussi douter de notre corps juste après la naissance. Si je vais avoir assez de lait, si je vais produire assez de lait. Et en fait, c'est un peu comme nous dire que la vessie, elle ne va pas faire pipi. Oui, tous les jours. Tu vois, il y a plein de vessie, tu as plusieurs fois, et on est angoissé par qu'est-ce qu'on fait manger, Et tout ça nous revient à nous en forme de culpabilité aussi. Ah oui, oui, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai hâte de me mettre sur le deuxième volet de ma trilogie, sur l'allaitement, parce que c'est exactement, je veux dire, la structure pourrait être la même que Faut pas pousser, quoi. C'est qu'il y a, j'ai hâte de rencontrer des sages-femmes qui accompagnent les débuts d'allaitement en structure, parce qu'en fait, il y a, même avec les meilleures intentions du monde, mais parfois j'en doute, une vraie capacité à saboter l'allaitement en disant que le lait, il n'est pas assez ceci, qu'il n'y en a pas assez, qu'il faut donner un petit biberon de complément, que le bébé, il n'a pas la bonne position, qu'il n'est pas fait pour téter un sein, qu'il est fait pour prendre un biberon. Enfin, c'est incroyable à quel point on fait douter. Et dès qu'on est en stress, l'adrénaline est efficace pour fuir, mais pas efficace ni pour jouir, ni pour accoucher, ni pour allaiter. Voilà, l'adrénaline, c'est fait pour se barrer loin. Voilà, c'est pas fait pour être posé avec un bébé et cocooning. Donc, le stress, c'est mauvais. Tu sais, ça fait plus de 10 ans que je suis conseillère en allaitement sur les Rhônes. Et là, tu peux peut-être trouver une chose différente. Et d'ailleurs, on a vu parfaitement comment ça s'est passé la semaine mondiale de l'accouchement respecté par rapport à la semaine mondiale de l'allaitement. En octobre, c'est la semaine mondiale de l'allaitement. Et moi, j'ai déjà les logos. Ils sont déjà en train d'être proposés au mois d'octobre. D'accord ? Et actuellement, pour la semaine mondiale de l'accouchement, il y en a très, très peu. De 300, c'est catastrophique. Hein, moi, que j'ai l'habitude de pas participer en tant que conférencier, mais surtout en tant qu'apprentissage, parce que c'est une semaine dans laquelle on profite pour se nourrir aussi en tant que professionnel. Et réellement, c'est les néants. J'ai fait la semaine dernière, la semaine de baby wedding, et les parents, tout le monde, mais la semaine de l'accouchement, elle est un petit peu dans les oubliettes, hein, malheureusement. Mais oui, mais... Il y a quelque chose, d'accord, que contrairement au réseau des sages-femmes en libéral, les réseaux de consultantes en lactation, il est un peu plus grand. Il y a aussi beaucoup d'associations, d'accord. Et c'est une chose que je pense qu'aussi en France, c'est pas trop vu, même s'il y en a beaucoup, hein, parce qu'il y a les femmes avec césarienne qui cherchent un ABAC, qui vont trouver plein de choses, mais c'est encore très peu visible. On pense encore que c'est pas... Mais je pense que pour la plupart des femmes, la question ne se pose pas du tout. Alors, pas pour celles qui ont vu « Faut pas pousser », parce qu'à partir de là, elles se la posent et ensuite, chacun peut faire son choix. Mais culturellement, depuis 70 ans, l'accouchement, ce n'est pas une question. C'est je vais à la maternité avec un gros ventre et je ressors avec un bébé. Et ce qui se passe entre les deux, ce n'est pas mon problème, c'est le problème des médecins.
il y a ça, il y a genre, de toute façon, je ne sais pas faire et j'ai besoin des médecins, sans que ce soit formulé, c'est intégré comme ça parce qu'on nous l'a martelé. Tu vois, moi, je me suis retrouvée dans ces cas-là. Je suis consciente que moi, ça m'a amené parce que en plus, j'étais en France, imagine-toi, c'est mon copain je ne parlais pas trop encore, c'est lui qui a cherché la maternité, j'ai fait complètement confiance. Ah ouais. Ben oui, parce qu'on pense que quand je suis devenue consciente, beaucoup plus tard, parce que ça m'a pris aussi des traumatismes dans les milieux et tout, parce que j'ai tout passé, c'est des personnes qui m'ont posé des questions, qui m'ont fait dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe ici, non? Et c'est des choses que tu parles aussi, non? C'est que ce n'est pas la péridurale, souvent, c'est les effets secondaires aussi de l'oxytocine qu'on va utiliser pour déclencher très, très souvent. Et bon, moi, j'ai eu ces effets secondaires délirants. Et quand j'ai vu ça, je dis, mais attends, en fait, finalement, j'ai frôlé une césarienne parce que j'avais des effets secondaires à médicaments qui, en plus, j'étais hyper réactif. Ouais. Et là, tu vas vivre tous les trucs parce que comme tu es en danger des morts à un moment donné, ça, je parle aussi dans mon blog aujourd'hui, la carte de bébé mort qui est jouée très souvent parce qu'eux aussi, ils ont peur, attention. C'est pas qu'ils ne veulent pas te proposer. Et ça, c'est aussi très bien dit dans les documentaires, c'est que même les sages-femmes, ils ne vont pas te proposer, quand tu veux une position, pour y aller aux toilettes, mets-toi à quatre pattes. Non, pour accoucher, mets-toi à quatre pattes. Et en réalité, c'est une expérimentation de comment tu te sens. Tu dis, j'ai mal ici. Ben, si je mets mal ici, écoute, ça, pendant un quart d'heure, ça va. Et après, tu changes. Et à tout moment, on devrait avoir droit à cette mobilité aussi. Oui. Mais sauf que, alors, on devrait avoir droit, mais moi, mon message aussi dans le film, c'est d'inviter les femmes à se responsabiliser parce que il y en a quand même beaucoup qui demandent une péridurale tôt parce qu'elles veulent rien sentir. Bon, donc, si on veut rien sentir, alors c'est un manque d'information. On peut... En regardant le film, elles peuvent prendre conscience que finalement, quand on est dans sa bulle, il y a les endorphines qui viennent avec l'ocytocine et qui permettent de gérer mieux les contractions, que le mouvement atténue la douleur parce que les douleurs, elles guident le mouvement et que c'est en changeant de position qu'on facilite la descente du bébé, etc. Prendre conscience de tout ça, mais tout ça implique de ne pas prendre de péridurale à la première petite contraction. Et donc, pardon, excuse-moi de t'interrompre, c'est aussi une méconnaissance déjà, les contractions, c'est nos copines. Ben oui, c'est ça, oui. Ils vont nous aider, non? Il y a une culture qui nous dit qu'en fait, quand tu as tes règles, tu es super mal. Et en fait, c'est un entraînement de toute ta vie. Tu as entraîné toute ta vie. Tu as eu déjà ces douleurs. Sauf que le jour de la naissance, c'est concentré, mais ce n'est pas la première fois non plus que ton utérus va faire des mouvements pour sortir des trucs. Donc, il a marché. Et ce qui est mystérieux, c'est que les contractions utérines, c'est aussi ce qui se passe quand on a un orgasme. Et moi, j'ai des témoignages de femmes d'abord, il y en a certaines, elles ont accouché en 15 minutes, elles n'ont pas eu le temps d'avoir mal. D'autres qui vivent l'expulsion du bébé comme quelque chose d'orgasmique et d'autres qui vivent l'intégralité de leur accouchement comme quelque chose d'orgasmique. C'est mystérieux. Grosso modo, si on te coupe un bras, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes qui trouvent ça orgasmique de se faire couper un bras. Donc, je ne l'ai pas trouvé orgasmique, d'accord, je ne l'ai pas trouvé orgasmique, mais si que je l'ai trouvé, pour moi, si je devais accoucher, ce n'est pas un truc qui me fait absolument pas du tout peur, tu vois. Les premiers, c'est vrai qu'il a été très rapide, j'ai accouché les 2 dernières fois en très peu de temps, mais précisément par cette connaissance de ce qui s'est passé par mon corps, je savais que tout allait bien. Et tu l'as dit aussi avec une gynécologue qui, en fait, elle est en milieu médicalisé. Elle dit la plupart des femmes vont accoucher par elles-mêmes. Ouais. Mais c'est là qu'elle donne les 2 possibilités, non? Mais comme on a le risque. Ben oui, mais bon. C'est un ensemble. On est dans tous les films, dans toutes les représentations de l'accouchement contemporaines. Les contractions démarrent, la femme qui hurle et vite un médecin. C'est systématique. J'ai jamais vu un film qui représente l'accouchement différemment. Donc on a tout ça en nous, que c'est dangereux, qu'on va mourir, que ça fait mal et que voilà. Donc déjà désamorcer tout ça et dire que non seulement la médicalisation n'est pas nécessaire, dans la plupart des cas il n'y a pas besoin de médicalisation. Si c'est un accouchement euthosique, et qu'en plus la médicalisation
complique tout et que l'environnement qui n'est pas rassurant fait peur, le stress perturbe la naissance, augmente la douleur, la position des cubitus dorsales est foireuse, mais j'ai quand même un gynéco qui m'a soutenu que la gravité n'avait rien à faire dans l'accouchement. En gros, pour lui, allonger les pattes en l'air, c'est aussi facile que debout ou à quatre pattes. Enfin, dire, t'entends des trucs, tu te dis, c'est dément, quoi. C'est de la religion, quoi. On est sur de l'intégrisme. Comme si tu pouvais manger comme ça, non, mais c'est pas prouvé que manger comme ça, c'est bon. Bah... Ouais, non, mais il y a que les bébés qui peuvent manger comme ça. Et même pas parce qu'ils te fait des crevasses. C'est dingue. Donc ça, je le dis dans l'intro du film, quoique Newton doit se retourner dans sa tombe parce qu'on parle de la descente. Le terme est pourtant resté la descente du bébé. Le bébé descend pas. Ben non, mais tu m'étonnes, ça fait 10 heures qu'elle est allongée sur le dos, les pattes en l'air, il ne peut pas descendre. Donc j'ai rigolé de ça dans l'introduction du film, quoi. Descendre horizontalement, ça défie les lois de la pesanteur. Enfin, c'est vraiment c'est n'importe quoi d'un bout à l'autre. Donc il arrive que la médecine fasse des bonnes choses. Il y a des situations, évidemment, hein, s'il y a un placenta prévia, aujourd'hui, avec l'échographie, on le sait, et donc on fait césarienne. Mais comme dit l'OMS, les taux de péridurale, elle ne devrait pas excéder 20% ou 10%. Et on est à 80%. C'est quoi? On a tous besoin de ce soulagement de la douleur. Moi, j'étais surpris, tu vois, précisément, parce qu'en fait, j'avais j'avais entendu, tu vois, que dans les études qu'on fait, pendant qu'on est aussi, que la mâchoire, elle était très reliée au bassin, d'accord? Et j'avais essayé de faire des chants prénatales et tout ça. Et quand j'ai eu une contraction, ça m'a scotché. J'ai dit, putain, si c'est comme ça, pardon. Désolée, si c'est comme ça, je demande la péridurale. Et à ce moment-là, j'ai connecté avec cette partie qui m'a dit, non, mais attends, relaxe-toi, c'est quelque chose qui va passer. Et j'ai commencé à ouvrir la bouche, à chanter, à crier plutôt. J'ai donné les concerts à mes voisins. Ouais. Mais en fait, 2 contractions après, elle était avec moi dans mes bras. Ouais, ça fait chauffe, tu vois, et je l'ai eu. Donc, en fait, en réalité, si j'étais dans cette situation de je suis trop fatiguée pour accoucher aujourd'hui, et du coup, en fait, quand j'ai connecté avec cette partie de dire, OK, je suis un peu dans mon rationnel de je ne vais pas y arriver, mais écoute, si tu fais ça, peut-être que j'avais des alternatives. Et ça, voilà, ça a fait... Oui, les sages-femmes, elles disent bouche molle, col mou, quoi. Hein, donc, faut ouvrir. Moi, je me sers de ça puisque je fais le flux instinctif libre en attendant sagement la ménopause, là. Donc, de retenir le flux et d'ouvrir le col pour libérer le flux menstruel. En faisant ça coule. C'est un peu d'entraînement, mais ça fait... Et je pense que c'est des connaissances qu'on n'a pas explorées encore. C'est ballot, ouais. Oui, mais parce que ça ne va pas dans le sens de notre société. Alors moi, je t'ai dit, je ne suis pas très, très branchée, patriarcale et femme victime des hommes. Ça, ce n'est pas du tout mon domaine. Je ne vais pas là-dedans, je n'ai pas envie d'y aller. Mais par contre, domination des lobbies, ça, par contre, je suis très, très branchée ça. Et donc, il y a des mecs qui mènent le monde avec le pognon là-haut. Et les gens qui pensent par eux-mêmes, ce n'est pas pratique. Les femmes qui accouchent sans péridurale, ça ne rapporte pas. L'ocytocine est un bon business, la vaccination aussi d'ailleurs, ceci dit en passant. Et donc, on est dominé par ça. Et tout est fait là-dedans parce que tous ceux qui contrôlent le monde, ils alimentent, c'est les bons petits soldats des maîtres du monde, les GAFA, mais il n'y a pas que l'agroalimentaire donc, et la pharmaco. Ils marchent ensemble. Hein. Ils produisent des pesticides dégueulasses, ils font pousser des trucs dégueulasses, on les mange, on est malade et derrière, ils vendent les médicaments pour te soigner. Donc, c'est bien huilé leur truc. Hein. Alors, ça paraît complotiste, mais c'est simplement la réalité. Hein. Et donc, de penser par soi-même et de faire sans ça et de se reconnecter avec nos super pouvoirs biologiques, ça ne va pas dans le sens de… Non, ça ne leur convient pas. Donc, ils préfèrent défoncer la planète, s'en foutre plein les poches jusqu'à ce qu'ils crèvent. Et puis, nous, on est là pour servir ça, quoi. Et que les femmes se connectent avec ça, qu'elles aient conscience de cette puissance qu'elles ont. C'est tellement magnifique de mettre un bébé au monde par soi-même. Quand on l'accueille, c'est un moment qui est incomparable. C'est un kiff sans… Enfin, je veux dire, moi, mes 3… Le moment où tu rencontres ton bébé, quand tu as vécu l'accouchement comme cette tempête et ce truc, c'est incroyable. Et moi, je vois des images de femmes à l'hôpital qui accouchent avec une péridurale. Quand on leur donne leur bébé, elles ont le sourire, mais ça me fait bizarre. J'ai l'impression qu'on leur offrirait une paire de chaussures. Ça leur ferait le même effet. Parlez-moi de cet moment
la première fois que tu prends ton bébé, c'est un moment de puissance. Parce que moi, je ne peux pas dire autre chose, c'est un moment énormément puissant. Qui en fait, c'est, du coup, tu as pu, ton corps, tu as pu. Et c'est quelque chose on nous enlève aussi. Ouais. Ah bah oui. Bah, et les problèmes, moi aussi, je vois que, en fait, si moi, je devais être médicalisée, la médicalisation, elle ne fait pas non plus pour m'accompagner dans cette connexion et cette prise aussi de conscience de que moi aussi, je peux faire les choses, même en étant en milieu médicalisé. Pendant les documentaires, cette mère que je te parlais tout à l'heure, qui parvient finalement à avoir son accouchement sans péridurale malgré l'oxytocine. Il faut dire qu'une fois que tu es avec l'oxytocine, si nos contractions, elles vont faire un peu comme ça, d'accord, parce que en fait, la nature, elle nous a aidés. Elle fait la poussée, voilà, je suis fort, là, je te laisserai pousser, là, j'arrive. Et en fait, l'oxytocine synthétique, le syntocinon, il va faire et là, tu vas rester là. Donc, elle a supporté quand même, elle a pu arriver. Je pense aussi parce qu'elle avait vécu précédemment celui-là, sinon peut-être qu'elle aurait dit non mais attends, et elle les reconnaît à la fin, non, elle dit… Elle dit que ça a été plus dur ce coup-là, elle le dit. Alors évidemment, il y a plein de messages subliminaux dans le film, parce que je n'avais pas envie d'enfoncer le clou, le commentaire est assez subtil et il n'y en a pas trop non plus. Et donc, entendra qui voudra, mais elle dit que ça a été plus dur, plus intense, plus douloureux et plus rapproché cette fois-ci, bah oui, parce que là, elle est déclenchée. Mais elle a donc, pour ceux qui ne savent pas, donc on déclenche en injectant de l'ocytocine artificielle, donc c'est le syntocinon, ça c'est le nom commercial du produit, mais je pense que c'est un monopole. Et donc, ça déclenche les contractions artificiellement. Et donc, comme tu viens de le dire, Mercedes, non seulement pour la maman, c'est dur parce qu'elles sont plus intenses, plus rapprochées, plus fortes tout de suite. Donc, tu n'as pas tout ce temps où tu te mets dans la danse, où tu as les endorphines naturelles qui viennent aussi soulager, te mettre dans un état un peu second. Là, avec le synto, tu n'as pas tout ça. Donc, c'est super chaud de ne pas prendre la péridurale quand tu es déclenché. Et le petit détail quand même qui a son importance, c'est ça, il y a deux médecins différents qui le disent dans le film, mais ils n'ont même pas honte de le dire, c'est que le bébé, pendant des contractions naturelles, il a le temps de reprendre son souffle aussi, parce que pendant la contraction, il souffre un peu le bébé, enfin il souffre, son cœur accélère ou ralentit d'ailleurs, plutôt son cœur ralentit pendant la contraction, et puis la contraction s'arrête, maman reprend son souffle, bébé reprend son souffle, et puis ensuite on y retourne, quoi. Avec le synto, il n'y a pas ça, et donc le bébé, il est en souffrance, et donc il y a des anomalies de tracé, c'est-à-dire qu'on voit au monito que le cœur du bébé est en train de flancher, et à 2 moments dans le film, il y a un médecin qui dit il y a des anomalies de tracé, mais on a arrêté le synto, donc ça devrait aller, quoi. Donc, c'est-à-dire, je le reprends en commentaire, je dis le syntocinon qui est utilisé pour accélérer artificiellement le travail dans 66% des accouchements provoque des contractions plus dures à encaisser pour le bébé et donc des anomalies du rythme cardiaque du bébé qui justifient souvent la césarienne. Donc, déclenché ou pas, parce que toi, c'est ce qui t'est arrivé. Déclenché ou pas, parce que même si on n'est pas déclenché, à partir du moment où la maman est sous péridurale, c'est-à-dire dans l'idéal pour eux le plus tôt possible, ensuite on y va par péri-synto, un petit peu de péri, un petit peu de synto pour que ce soit 1 centimètre par heure et qu'on n'y passe pas la journée parce qu'il y a du monde qui attend derrière ou alors il y a le réveillon de Noël ou il y a les Black Friday. Donc on enquille, mais la maman elle sent plus rien. Pendant ce temps-là, le bébé trinque et on se retrouve avec un accouchement sur 5, voire sur 4 qui se termine avec un ventre ouvert et une maman qui conclut « Heureusement que j'étais à l'hôpital, sinon mon bébé serait mort ». Enfin, Exactement. En fait, moi, je dis souvent, moi, on m'a mis les jeux, d'accord, parce qu'on te formate aussi déjà dans les cours de pré-accouchement. Je peux en raconter plein, hein, mais j'ai eu ce sentiment et ces moments que je me suis rendu compte que j'étais prise en piège. C'est vraiment quand tu vois que en fait, tu n'as pas le choix. C'est un danger de mort. Oui, c'est ça, voilà. Ah bah, c'est très bien fait. J'ai pu choisir la musique, d'accord. Ça ne les gêne pas, ça. Ça, c'est pas gênant, ça. Et bête de moi, d'accord, quand on est parti, je laissais faire une copie. Et après, avec le temps, je me suis dit, mais en fait, ils s'en foutaient complètement. Bien sûr. Tu vois, mais pour moi, j'avais cette émotion de syndrome de Stockholm. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais tu es rentré parce que tu es rentré dans ces circuits.
C'est ça. J'utilise très souvent cette image du syndrome de Stockholm. C'est tellement ça. À partir du… Tu vois, Anaïs, cette petite maman que tu as évoquée, qui est déclenchée, qui arrive à tenir sans péridurale. C'est avec Anaïs que je parle de l'interdiction de manger pendant le travail. Hein. Tu sais, elle demande une biscotte. On lui refuse une biscotte alors qu'elle rêve d'un double cheese avec du steak et du fromage. À chaque fois, pendant les projections du film en salle, tout le monde se marre à ce moment-là parce que c'est totalement injustifié d'empêcher les femmes de manger et de boire pendant le travail. Ça provoque même des césariennes aussi parce que les femmes, elles sont fatiguées, elles sont en hypoglycémie. Et quand on n'a pas de péridurale, on a envie de manger, de bouger, de danser la gigue et c'est scandaleux de ne pas laisser les femmes manger. Pendant le tournage, elle demande sa biscotte. La sage-femme lui refuse la biscotte avec un petit sourire gentil. Et moi, j'interviens en disant, mais c'est pas plus gênant d'avoir une femme qui a faim et qui est en hypoglycémie plutôt qu'une biscotte. Donc ensuite, j'ai conclu qu'en fait, c'était pour les aider à retrouver leur ligne parce qu'il n'y a aucune justification puisqu'ils procèdent avec toutes les femmes enceintes. À partir de la 22e semaine, ils procèdent comme si c'était un estomac plein. Elles sont considérées comme estomac plein. Donc, que vous ayez mangé un bœuf bourguignon ou que vous soyez à jeun depuis 30 heures, l'anesthésiste fera exactement la même chose. Il fera tout le truc pour vider la tuyauterie. Donc, autant manger le bœuf bourguignon hein, parce que tu as moins de chances de finir en césarienne en ayant bien mangé qu'en n'ayant pas mangé. Il y en a qui me disent ah, mais qui a envie de manger pendant qu'on accouche? Moi, j'ai vomi. Bon, bah d'accord, mais ça, toi, c'est toi. Mais enfin, il y en a qui ont envie de manger, il faut les laisser manger. Je vais au bout de mon truc. Après ça, la chef de service, Cécile Thiebaud, qui est la cadre de la maternité, m'a dit que Anaïs, la maman, leur avait dit après qu'elle avait été choquée que moi, je demande à la sage-femme si c'était pas gênant de lui empêcher de manger sa biscotte. Elle a été gênée. Elle a trouvé que j'étais quand même un peu gonflée, que c'était pas gentil de ma part vis-à-vis de la sage-femme. Mais c'était moi la méchante. Ça, c'est le syndrome de Stockholm. Elle voulait surtout pas qu'on énerve l'équipe parce qu'elle est entre leurs mains. Après, et qu'il faut surtout pas les énerver. Je comprends aussi parce qu'elle est, et à un moment donné, j'ai réfléchi aussi, parce que quand tu vois l'ambiance où elle est, en fait, ce qu'elle a fait, c'est une réussite énorme parce qu'elle est en train de dilater avec l'oxytocine. Avec cette situation, d'accord, et en plus, il y a les bips. Ouais, le bip qui l'énerve et tout, ouais. Mais enfin, elle a réussi à passer. C'est vrai, il y a un syndrome de Stockholm, mais je pense aussi qu'il y a voilà, cette méconnaissance, cette besoin aussi d'être dans sa situation. Mais, elle est super, on ne s'est pas quitté fâchée du tout. Hein. J'étais ravie de la revoir le lendemain. Elle était rayonnante avec son bébé. Enfin, franchement… Ouais. Elle est magnifique, mais ils ont et arrêté. Quand même, tu vois, c'est les réactions qu'on va avoir à premier abord. Et quelque part, voilà, c'est après que tu vas peut-être réfléchir à ça, mais en fait, c'est vrai que pourquoi la sage-femme ne va pas laisser manger. Ben oui, je pense qu'elle a compris. Et en fait, on conclut finalement qu'il y a une telle urgence pour te mettre sous anesthésie et te faire quelque chose qu'en fait, ils ne sont pas les temps de te faire ça. Mais de toute façon, ils vont le faire parce que c'est considéré comme tel. Ils veulent le faire, et comme avec quelqu'un qui sort du restaurant. Enfin, je veux dire, ils savent gérer ça. Et pourquoi venir pourrir les accouchements avec des menaces de pathologie, de complications, de césarienne, d'anesthésie générale? Il n'y a rien de tel pour que ça se termine comme ça, parce que on leur dit, si vous mangez… Enfin, on parle de césarienne, d'ouverture de bite, d'anesthésie générale à une femme à qui on devrait parler d'amour et qu'on devrait caresser, qu'on devrait laisser dans sa bulle. Comment voulez-vous que ça fonctionne bien? C'est tellement pas fait pour que ça se passe bien, mais ils n'en ont pas conscience, en fait. C'est ça le drame aussi. Et le personnel médical ne sait pas ça. Ils ne savent pas. Parlez-nous un petit peu des salles nature. Oui, les salles nature, magnifiques. C'est un autre truc sympa. Ouais, les salles nature, souvent, elles sont indisponibles. Alors, elles ne sont pas disponibles. J'en ai combien qui m'ont dit on leur avait vendu une baignoire, elles n'ont jamais pu y accéder. Il n'y a pas de toilette. Dans 3 salles nature sur 5 en France, il n'y a pas de toilette. Donc, tu es dans ta danse, là, tu es à dilaté à 8, tu es à poil, tu es dans ton truc, tu as besoin de vider tes intestins. Ça, c'est un moment… C'est logique et normal, hein, c'est biologique. Voilà. Le bébé, il va faire ça. Voilà, soit c'est mécanique, le bébé appuie, donc voilà, soit c'est un signe de mise en travail. Hein. Souvent, moi, c'est plutôt ce qui m'est arrivé.
avant d'avoir la première contraction, ton corps il est bien fait pour que tout ça soit propre quand tu mets ton bébé au monde, qu'il ne soit pas dans les excréments. La mécanique, la tuyauterie se vide en fait. Donc ça, c'est un signe de mise en travail. Donc c'est soit avant le début, soit tout au long du travail, on a besoin, et en plus c'est une position hyper confortable d'être sur les toilettes quand on est en travail. Donc ça se vide tranquillement, ou alors éventuellement un peu à la fin, mais et on a besoin d'aller aux toilettes pendant qu'on accouche, et donc des salles nature sans toilettes, j'en plaisante aussi dans le film en disant allez les filles, on se rhabille et on file au fond du couloir, quoi. Enfin, c'est une absurdité. Donc moi j'ai une maman qui on rigolait de ça, je disais tiens, faudrait qu'on lance la mode, je vais faire des petits pots de chambre, faut pas pousser. Et elle m'avait dit moi j'ai posé une alaise par terre et j'ai fait caca dans un coin de la salle nature. Je suis prête à lancer la mode, faites caca dans la salle nature, peut-être qu'à un moment ils vont comprendre qu'une femme qui accouche sans bébé a besoin de toilettes. C'est fou les salles nature, c'est l'arbre qui cache la forêt, tout comme selon moi les maisons de naissance et c'est tout ça pour empêcher les femmes d'accoucher à domicile. L'argumentaire ne tient pas la route sur le fait de ne pas aider les femmes à accoucher à domicile. On ne coûte rien quasiment. On ne bloque pas de salle, on est bien, c'est le meilleur endroit pour accoucher bien s'il n'y a pas de complications. Mais s'il y a il y en a 1000 par an qui naissent à domicile, des bébés à peu près, entre 1000 et 1005, voilà. Bon, puis il y en a, on ne sait pas trop. Bon. Et il n'y a pas de situation dramatique, en fait, moins qu'à l'hôpital. Donc, c'est fou de ne pas encourager ça. Je tiens à préciser quand même que le film n'est pas sectaire et ne dit pas que la meilleure façon d'accoucher, c'est… Enfin, moi, évidemment, on sait que moi… D'ailleurs, tout touche tout. Tout touche aussi la maison des naissances, que c'est la nouvelle expérience de la France. Voilà. 8 maisons de naissance. D'ailleurs, j'en ai une très, très proche, que c'est la des Bourgoin-Jailleux. Et toi, tu visites la maternité des Lilas, n'est-ce pas? Non, oui, les Lilas, oui. Lilas, effectivement, que d'ailleurs, je les encourage d'ici parce qu'ils sont aussi un petit peu en danger. Je vous invite à participer parce que ça fonctionne aussi avec les parents associatifs. Bien sûr, oui. Et c'est super important parce que c'est elles qui vont être en première ligne dans les soins des mères et les soins des bébés, que c'est les sages-femmes qui ont besoin de cette prise aussi de pouvoir et de cette expansion. Et surtout aussi, comme elle dit, tu visites aussi de l'école des sages-femmes, la directrice de l'école des sages-femmes. Voilà. Elle dit, mais en fait, maintenant, on a des très bons techniciens, des très bonnes techniciennes, pardon, et qui effectivement, ils sont un peu formatés, sauf quelques-unes qui elles apparaissent aussi dans les documentaires. Donc, en fait, vous allez voir tout le système dessiné. Donc, vous allez faire votre propre idée sans tout ce que le dit Nina, parce que c'est vrai en plus. Mais vous allez les voir par vous-même parce qu'elle touche énormément de ces trucs. Et dans les maisons de Lilas, en fait, tu vois les relax. Tu vois les relax, non? Et c'est elle aussi qui, tu parles un petit peu aussi dans les statistiques, comment elles vont, les cas qui sont besoin d'être suivis de plus près, elles sont mises aussi en avant. Et bon, actuellement, il y a beaucoup aussi à parler parce qu'il y a aussi la situation des sages-femmes libérales, et on en a très peu. On a environ entre 80 et 100 sages-femmes et qui sont ils sont pas protégées. Non. Puis, bon, ça, c'est une question. C'est vrai que pour beaucoup, c'est déterminant d'avoir cette assurance ou pas. Mais moi, j'en connais qui disent que ce n'est pas vraiment un sujet parce qu'elles n'ont pas l'impression de prendre des risques en faisant ce qu'elles font. Et elles le font très, très bien. Et quand il y a besoin de transférer, on transfère sans faire du zèle. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas transférer au moindre… Enfin, moi, celles que je connais qui sont vraiment au top du top, elles mettent vraiment tout en œuvre. Elles ont très peu de transferts et il n'y a jamais de situation catastrophique. Et donc, elles n'ont pas eu besoin d'assurance. Et en fait, l'assurance ne garantit pas que ça se passe bien. Et le fait de ne pas être assuré n'augmente pas le risque. En fait, c'est vraiment deux questions différentes. Donc, moi, je ne m'étais pas posé la question de savoir si elles étaient assurées ou pas. Je m'en fous. Non, je pense que c'est un peu différent, peut-être pour la divulgation. Mais il faut juste s'informer un petit peu pour voir qu'il n'y a aucun danger. C'est des professionnels de la santé qui vont immédiatement nous dire qu'est-ce qu'on a besoin, avec les signes qu'on a besoin, qui peuvent se prévoir. Donc, vraiment, c'est très bien parce qu'il y a des sages-femmes qui vont vous parler de tout ça. Et
Et voilà, en fait, moins il est intervenu l'accouchement, mieux ça se passe. Voilà, c'est ça. Quand il y en a besoin d'intervenir, que ça soit aussi dans ce respect et dans cette ambiance. Et peut-être que ça sera moins cher aussi, parce que c'est ça, nous, on est moins cher, c'est plus économique. Ben oui, on est quand même économique. Et il faut, j'ai envie un petit mot, parce qu'on a fait un live avec Elena, ma sage-femme, sur justement les situations où les femmes rêvaient d'un accouchement à domicile, et en tout cas le maximum de physiologie, et se retrouvent dans cette mauvaise case d'avoir un bébé en siège, ce qui n'est pas une pathologie, mais c'est considéré comme tel. Les bébés naissent en siège depuis la nuit des temps, ou d'avoir des grossesses gémellaires. Là encore, on est directement classé dans dystocique, alors que la nature a conçu les femmes avec 2 seins et la place pour 2 bébés, et que c'est parfaitement physiologique d'attendre des jumeaux. Donc, il ne faut pas se laisser enfumer. Souvent, ils veulent... Les sièges, ils veulent les déclencher, ou alors c'est césarienne directement, ou c'est VME, version manuelle externe, pour mettre le bébé dans le bon sens. Les jumeaux, ils veulent les déclencher. Il faut une péridurale dans certaines maternités, absolument une péridurale, parce que de toute façon, ils vont aller chercher le deuxième, plutôt que de lui laisser le temps de venir au monde par lui-même, ce qu'il est tout à fait capable de faire. Comme dit Elena, des jumeaux, c'est 2 fois 1, et donc ils savent faire, les bébés, et ils sont... Il faut savoir que des fois, si le corps il a besoin d'une pause, bien sûr, le bébé, il peut prendre même 1 ou 2 jours à naître. Il y a des bébés qui sont nés avec une distance énorme. Hein. Ah oui, tu vois, 2, ouais, bah oui. Surtout s'il y a 2 placentas et 2 poches, voilà, il arrive. Il est prêt, donc quand il va faire son accouchement, il va avoir besoin de récupérer, il va le faire. Voilà. Mais ça, les mamans qui voulaient de la physio et qui ont des jumeaux, elles sont déprimées parce qu'elles se disent c'est mort. Donc, il ne faut pas lâcher le morceau, en fait. Il faut être raisonnable. Parce qu'il arrive qu'un jumeau, que dans le cadre d'accouchement gémellaire, le deuxième ne descende pas. Enfin, c'est quand même exceptionnel si on laisse la nature faire son ouvrage. Donc, à chacune de jauger ce dont elle est capable, jusqu'où est sa capacité à rester zen. Parce qu'en fait, c'est le fait de paniquer qui perturbe tout. Parce que la panique égale adrénaline, égale ça bloque le travail. Donc, il faut se connaître suffisamment, être suffisamment préparé, et le film est un excellent moyen de se préparer à un accouchement qui se passe bien, parce qu'il y a vraiment, et tous les jours je reçois des messages en ce sens, il y a des femmes qui m'envoient des mots d'amour, leur bébé a 2 heures, quoi, hein. Elles viennent d'accoucher et elles m'envoient un message pour me dire ça y est, je l'ai fait, merci, c'est grâce à vous. Enfin, je veux dire, tous les jours j'ai des trucs comme ça, c'est quand même émouvant pour moi. Donc d'être préparé pour être sûr de rester zen, en confiance, connecté avec le grand tout, là, la force de la vie, son bébé. Et là, ça se passera bien. Si on se laisse perturber, si on nous sort de notre bulle, si on nous fait peur avec des menaces bah là, c'est sûr que ça peut partir en cacahuète. Donc, faut être blindé soi-même pour dire, OK, cause toujours avec tes paniques de trucs médico-légaux, mais moi, je suis bien et je sais que ça va rouler. Donc, sors de là, je t'appellerai si j'ai besoin de toi, mais laisse-moi faire, laisse-moi faire. Je suis la mieux qualifiée pour mettre ce bébé au monde. Touche à tes fesses, mais laisse mes bébés, même s'il y en a 2, laisse-les tranquilles, t'inquiète pas, ils vont venir. Au besoin, je t'appelle, quoi. Voilà. Complètement. Et en fait, et quelque chose qui est très sympa aussi, avec les documentaires de Merci les pangolins, les courts-métrages, d'accord, c'est qu'effectivement, tu vas parler de tout ça, non, de cette prise de pouvoir des femmes françaises qui ont dit, bon, écoute, on ne peut pas y aller à l'hôpital parce qu'en plus, les contraintes qui se sont mises en place pendant les Covid, c'était énorme, d'accord. Il y a eu, au niveau de toute l'Europe, de tout le monde, il y a eu vraiment un retard des droits des femmes dans les accouchements à cause de ça, et que dans certains endroits, ça s'est même prolongé. Et non seulement ça, la séparation, de ne pas voir les parents. Enfin, j'ai eu des cas vraiment, et en France, j'ai eu des cas vraiment très, très, très durs. Mais bon, là, tu nous montres le Merci les pangolins, qui allait nous dire qu'en pandémie, une des options les plus sûres pour accoucher, c'était accoucher à la maison. Et c'est un débat que, bon, en Espagne, ça fait longtemps qu'il a pris ce débat, mais qui n'arrive pas à sortir. Et c'est sorti pendant les Covid, notamment par les biais de Ibone Olza et tout l'Institut européen de santé mentale périnatale, qui sont fait des conférences pendant les Covid. Déjà qu'on ne pouvait pas faire autre chose, en fait, est-ce qu'ils ont fait, OK, on est dans cette situation, si vous êtes enceinte, on va faire ça tous ensemble, non? C'est un débat exceptionnel qui est en train de s'ouvrir dans beaucoup d'endroits, non?
C'est quand même formidable que pendant cette pandémie, pendant ce protocole sanitaire, la meilleure solution soit de rester à domicile. Et là, tu entends des oui, bon, si la grossesse est physiologique, si la femme est bien, ça se passe bien. Voilà, ah bon? Mais par contre, en dehors du protocole sanitaire crise, non, là, ça devient complètement aberrant d'accoucher chez soi. Tout le monde va mourir dans un saignement, un robinet ouvert, d'une hémorragie. C'est hallucinant. De toute façon, déjà, il y a un truc qui est important, c'est on parle toujours de l'hémorragie. Hein, tout le monde, hein, c'est ancré en nous. Hein. L'hémorragie de la délivrance, la femme qui se met à saigner, qui meurt, qui se vide de son sang en 3 minutes chrono et tout ça. Il y a beaucoup plus d'hémorragie à l'hôpital qu'à la maison parce que le Syntocinon, c'est un bon moyen pour avoir une hémorragie. Je vais raconter ma petite expérience avec ça parce que c'était super marrant. Enfin, quand j'ai accouché ma fille, je n'avais pas prévu d'accoucher à la maison, d'accord? Ça a été tellement rapide, comme je te dis, c'est contraction de super douleur et de contraction après elle était là, c'était entre 5 et 7 heures. Donc, elle est venue comme ça et moi, j'étais bien, j'étais super bien. D'ailleurs, la première chose que je lui ai dit à mon copain, c'était prends les balais. Tu vois? Parce qu'il était surpris. Mais bref, je suis dans les lits, il y a les SAMU qui viennent et j'attends la délivrance. D'accord, je suis couchée, je suis vraiment dans tous mes états, mais très bien sur mon lit et il y a les SAMU qui arrivent. Et les SAMU plein les yeux comme ça. Oh, elle a couché, on va la déplacer. Et je lui dis non, tu ne me déplaces pas. Elle m'a dit non, parce qu'il faut te déplacer tout de suite. Elle dit non, il faut que je délivre la placenta. Et tu vas attendre, le bébé il est en train de faire son boulot parce que c'est le bébé qui va notamment empêcher aussi cette hémorragie. Donc là, pour moi, c'était vraiment un plaisir. Mais en plus, j'étais dans ces moments que tu viens d'accoucher, tu vois. C'était très marrant parce que j'étais vraiment fâchée parce qu'elle voulait à tout prix mes trucs et ma réaction, elle était très... Enfin, génial. Ouais, tu ne bouges pas. Ah, la lionne, quoi, la lionne. Je sais ce que j'ai à faire. Le bébé tête, je le regarde, je suis en amour de ce bébé, je vis un truc de un, et le placenta, il va sortir. Et eux, ils arrivent, oh là là, vite, vite, la délivrance, ça va saigner, il faut qu'on la déplace. Et bah, du coup, ça saigne, évidemment. Enfin, tu balances du stress dans cette scène, forcément, ça saigne. Et ils n'arrivent pas à comprendre, ils ne savent pas ça, ils savent pas ça. C'est quand même démentiel. Alors que toi, instinctivement, pour le coup, tu le sens, laissez-moi tranquille dans ma bulle et tu as envie que de ça, de regarder ton bébé, de kiffer l'instant qui est complètement incroyable, d'avoir le bébé au sein en peau à peau qu'on ne dérange pas, d'être au chaud. Naturellement, on cherche ça. L'heure magique, hein, parce que c'est très important, les deux premières sœurs, les bébés, on a besoin de tout ça. Et nous aussi, d'accord, parce que plus on va être dans cette ambiance de catécholamines et d'hormones, ça va être beaucoup mieux pour tout ce qui vient par la suite. Qui va aider à réveiller ces instants neuroendocrines qui vont te permettre d'écouter un petit étranger qui vient à la maison. Hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est tellement magnifique. Moi, en fait, l'objectif de mon film au départ, c'est d'inviter les femmes à s'intéresser à ça et à vivre ça parce que c'est des moments tellement dingues et qu'on ne peut pas passer sa vie avec un thermostat à 21, le cul dans un fauteuil, à bouffer des trucs. Voilà, il faut vivre des choses intenses dans la vie, sinon ça sert à quoi? Enfin, je veux dire, et ce moment-là de l'enfantement, c'est pour ça que les hommes ont tous les autres pouvoirs, c'est que nous, on a ça, on a la certitude de notre descendance. Aujourd'hui, forcément, il y a des choses plus complexes, mais biologiquement, depuis la nuit des temps, les femmes sont sûres de leur descendance, ce dont les hommes ne peuvent jamais être certains. Et donc, on a le pouvoir suprême d'être sûr de notre descendance. Ils ont pris tous les autres. Et cette force incroyable de mettre son bébé au monde et de vivre ce truc-là, ça vaut tous les orgasmes du monde. C'est un moment de dingue de rencontrer son bébé. Et donc, de dire aux femmes, tentez le coup, allez pas accoucher comme vous allez vous faire enlever les dents de sagesse. Bordel à queue, c'est pas possible de passer à côté de ça. Au moins, pensez-y. Donc, tout le film n'a qu'une idée. Tout le film... Tout le démontage, tout le protocole, toute l'analyse, tous les chiffres sur la mortalité avant, la partie historique, tout est fait pour dire, OK, en fait, un accouchement par défaut, ça se passe bien. Est-ce que vous avez envie de vivre le voyage? C'est juste ça, mon envie. Vivez le voyage, vous en sortez tellement grandi, c'est tellement magnifique. Et dans Merci le pangolin, on le voit, hein, les mamans qui n'avaient pas prévu, je pense à Jessica, qui est restée une copine, et qui sentait, qui n'était pas tellement sûre d'elle, qui ne pensait pas y arriver. Et là, elle en a eu un deuxième depuis, et depuis, elle s'est mise indépendante, elle a monté son business. Enfin, c'est une révolution dans la vie d'une femme de mettre son bébé au monde par elle-même, hein, vraiment.
Non seulement, hein, parce que déjà, neurologiquement parlant, c'est un moment où le cerveau, il donne beaucoup d'autres opportunités. D'accord? C'est vraiment. Sauf qu'en fait, on ne peut pas faire disparaître 9 mois de grossesse, 9 mois de devoir être scotché à notre bébé et plus après, parce que c'est comme ça, c'est la biologie des femmes. Et il faut la tenir en compte dans tous ces procès. Et on ne parle pas de 9 mois, hein. Moi je parle de 9 mois parce que j'aimerais aussi beaucoup parler de ce troisième trimestre que c'est ridicule. Les bébés n'ont pas besoin de 3 mois. C'est minimum 9 mois pour la nature. Et attention, parce que jusqu'à les 200, 300, ils vont être scotchés dans tes bras. Voilà, c'est ça, c'est fait pour ça. C'est comme ça, on est fait pour ça, les autres animaux aussi. Et c'est pour ça qu'il va être plus indépendant. Et c'est pour ça que ces bébés, nous, on va les éduquer avec une autre façon, parce que voilà, ça donne énormément de choses. Et c'est vrai que ça, des fois, ça demande beaucoup de travail, mais c'est comme ça. La vie, il faut demander aussi un travail intellectuel et émotionnel sur sa propre personne. Et, je pense que ton projet, c'est de faire une trilogie, n'est-ce pas? Oui, j'espère bien, à partir de septembre, pouvoir en fait, en ce moment, mon obsession, c'est que le film sorte de l'ombre. Donc, j'ai eu aucun retour négatif, hein, pas ni des professionnels, ni des. Il est vraiment bon, ce film, je crois. Mais comme je l'ai produit toute seule avec du crowdfunding, avec un emprunt bancaire, que je n'ai pas du tout de grosse structure au-dessus de moi, c'est moi toute seule, c'est mon 4e bébé. Je continue de le porter, là, je suis dans son 3e trimestre, enfin ces 9 mois qui suivent, hein, parce que ça fait bientôt 9 mois qu'il est né, donc tu vois, pour l'instant, il tète encore. Hein. Et donc, il faut que je le lâche un peu, là, il faut qu'il commence à marcher lui-même et que moi, je sois en mesure de lui faire confiance pour qu'il se vende suffisamment pour non seulement que je mange, moi, que je rembourse mon emprunt bancaire quand même, parce que j'ai emprunté 70 000 € pour le faire et j'ai levé 40 000 € en crowdfunding, hein, donc j'ai dépensé 110 000 € pour faire ce film et je lui ai consacré plus de 3 000 heures pour le faire, hein, 3 ans entiers de ma vie. Et puis là, maintenant, je suis encore à plein temps dessus. Donc, il faut qu'il me nourrisse, mais il faut surtout que je puisse avoir des sous de côté pour produire le prochain. Voilà. Mais en fait, c'est imprescindible que ça soit connu. S'il te plaît, donne-nous je vous ai vu défiler, d'accord, les liens de Nina, autant sa page web que tout ce qu'il faut de ses réseaux sociaux, mais aussi elle nous a préparé un petit code pour la ESMAR 2022. Et voilà. Et tu le partages, tu nous disais? Oui. Pour les commentaires? Oui, c'est ça. Et tu nous proposes un 15%. Enfin, non, pardon. Dis-moi parce que tu m'as rien dit et je m'invente les trucs. Oui, 10 ou 15. 15%. Non. Oh. En fait, il faut que je mange. En fait, c'est ça. C'est ça, il faut que tu manges. Non. Et c'est juste actif pendant la semaine de l'accouchement respecté. D'accord? Les 22 mai, c'est fini. Vous avez l'opportunité. Et demain, comme je vous ai dit, on est avec Alison Legros de Mon accouchement serein à 14h. Devenir actrice de son accouchement, ça s'est fait comment? Avec Eva Margarita Garcia. Elle est anthropologue et elle va nous parler de son livre Accouchement enlevé, que je vous montre ici et que c'est vraiment extraordinaire. On va parler même avant, historiquement, de ce qui s'est passé pendant le Moyen-Âge et ça, c'est Eva qui va nous le raconter. Et un dernier, mais non moins important, on sera jeudi à 10h avec Galacté, une association allaitement située sur les Rhônes et que depuis 40 ans, elle témoigne, elle recueille non seulement les récits d'allaitement, mais aussi les récits d'accouchement des mères. On vous attend demain. Merci de votre attention et votre écoute. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, partager et commenter. On attend votre participation à l'ESMAR 2022. Hasta mañana.